Par contre, après, on a reconnu le Kosovo. Bon, ça a fait plaisir aux Américains, il faut le dire. Ils ont retracé la frontière de la Serbie, clac, 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 c'était comme ça, mais non, c'est comme ça, puis fini. Quand même, je veux dire, c'est un petit peu étrange. Hein. Alors bon, intervient son mandat, c'est le droit de la neutralité qui doit être appliqué. Bon, à l'instar des autres États neutres européens, la Suisse a maintenu les sanctions non militaires décidées à l'encontre de la Yougoslavie par l'ONU et l'Union européenne, auxquelles elle a adhéré. Ces sanctions n'étaient pas incompatibles avec le droit de la neutralité. Parallèlement, la Suisse s'est engagée sur le théâtre même de la guerre dans des opérations humanitaires. Ouais. Après, à la demande du HCR et du Cordet en cas de catastrophe, alors la Suisse, avec les forces aériennes, elles ont transporté effectivement beaucoup de réfugiés, de blessés. Il y a eu beaucoup de secours au niveau humanitaire, heureusement. Hein. À la fin de la guerre, une force internationale de paix, l'IFOR, a été installée au Kosovo. Cette présence repose sur un mandat de l'ONU. La Suisse autorise le transit des marchandises militaires pour l'ACFOR, l'IFOR, etc. Moi, j'ai toujours été contre l'ONU, hein. Toujours. La deuxième fois, on a fait campagne, on a fait un très, très grand débat. Il y avait, je crois, 400 personnes en disant on est attaché à une patte, voire aux deux. Il y avait, c'était un débat. Et malheureusement, ça a passé. Ça a passé. Je veux dire, soit vous êtes indépendant, vous avez une armée perpétue, enfin oui, une armée hein, qui est soutenue par la neutralité, qui va avec. C'est un concept. Mais vous ne pouvez pas dire on démolit, puis oui, on garde la neutralité, puis oui, on fait comme ça, et puis on coopère, et puis c'est pas possible, je veux dire. C'est pas du chewing-gum, hein. Après, on a eu des textes, la neutralité active, on a même eu une fois la neutralité réactive, et une fois, là j'ai cru que la neutralité, c'est à l'époque de Madame Camille, un journaliste, la neutralité élastique. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui est dans un conseil d'administration d'une boîte qui fait des élastiques. C'est pas possible. Mais c'est au stade où on en est. Mais c'est sérieux. Mais je me suis dit, mais c'est pas vrai. Donc, on a mis... C'est devenu, je sais pas, une espèce de jouet aussi, un petit peu, etc. On la sort de temps en temps. C'est pas ça, la neutralité. La neutralité, ça doit être assez strict. Et au moment où on a commencé à avoir des fils à la patte, eh bien, c'était très compliqué. Effectivement, il fallait peut-être y penser avant. Et puis alors, bon, après, il y a le rapport sur la politique extérieure de la Suisse. Alors, de nous, on met les menaces, les dangers, les risques modernes exigent un renforcement de la coopération internationale. Ça veut dire quoi? Alors, je viens là-dessus. Hier matin, dans la presse, Monsieur Cassis met en avant je suppose que c'est la nouvelle mouture, hein, concernant la neutralité coopérative. J'espère que vous avez votre carte de la COP. Hein. La neutralité coopérative. Tu dis, mais attends, ça veut dire quoi? C'est quoi? On va coopérer pourquoi? Alors, il faudrait analyser ce que c'est. Est-ce qu'on va coopérer, comme certains le veulent, pour l'envoi des armes, hein, quand on voit ce parlementaire-là qui... Mais c'est pas possible. Moi, je lui aurais proposé d'aller 3 mois, il cherche des mercenaires, d'aller 3 mois, aider. Puis après, peut-être, il vient et puis il nous dit si vraiment il faut envoyer des armes. Et puis maintenant, j'apprends, je crois que c'est M. Studer, que le GSSA, non, c'est pas lui, le GSSA est d'accord d'envoyer les armes. Ouais, tu dis, mais attends, ils étaient anti-armés. Alors moi, je ne sais pas. Je pense que dans le vaccin, il y a des gens, ils ont dû avoir une autre version. Hein. C'est pas possible. Hein. Il n'y a plus rien qui tient à rien. Alors ouais, alors ça, c'est... J'espère que ce n'est pas, comment on appelle, c'est fake news, une fausse nouvelle. Parce que si le GSSA est d'accord d'envoyer du matériel militaire chez le belligérant préféré de la Suisse... Moi, je me fais sœur, hein. Vraiment, ça devient n'importe quoi. Alors après, en 2001, il y a la révision partielle de l'armée, de la loi sur l'armée, de l'administration militaire, qui a été approuvée par le peuple, voilà, et qui est entrée en vigueur. Et cette révision règle la participation de la Suisse à des opérations de soutien à la paix et à l'OSCE et crée les bases légales pour armer les militaires suisses en mission. Voilà.
Voilà, bon. Alors, on est en mission pour la paix. Alors, évidemment, ils risquaient leur vie, etc. Je ne sais pas si on devait faire ça. Est-ce qu'on devait vraiment les envoyer, qu'ils restent sur place? Je ne sais pas. C'est une question que je peux me poser en tant que citoyenne. Je dis, oh, maintenant, ils sont tous armés. Ouais, bon, ben, pourquoi pas? C'est assez normal, parce qu'il y a des risques. Mais est-ce que c'était une bonne idée? Et je pense que depuis 93, il y a eu justement un petit peu comme si, une sorte de dérive, hein, où on dit coopérer, faire ci, faire ça. Ça devenait très large. Hein. La neutralité a perdu de plus en plus de sa substance. Et ça depuis vers l'an 2000, ça a vraiment commencé à me gêner. Hein. Je trouvais que là, il y a quelque chose qui ne jouait plus. Hein. D'accord. Alors là, la Suisse dit aussi créer des bases légales pour ramener les militaires. Alors l'engagement de la Suisse est conforme au droit de la neutralité et à la politique de neutralité de la Suisse. Ouais. Moi, je suis pas sûre. Mais c'est mon avis personnel, parce que là, ça devenait de plus en plus, je sais pas, flou un petit peu. Hein. Et puis alors après, il y a eu les attentats aux USA, et là, ça a aussi servi, c'était Monsieur Leuenberger, qui après les attentats aux USA, là, les attentats terroristes, etc., il dit... après les attentats terroristes, le Conseil national formule ainsi aussi son appréciation des événements par rapport à la politique de sécurité de la Suisse. La base de la politique de sécurité suisse, de la sécurité par la coopération dans le respect de la neutralité inaliénable et armée. Là, on n'avait déjà plus beaucoup d'armées, hein, je vous signale, hein, et armées au niveau de l'effectif, etc. Donc, soit confirmée par les récents événements. Donc, on a toujours pris que ce soit des attentats terroristes pour reprendre le fait que la neutralité, il faut vraiment, en résumé, coopérer. C'est un jeu dangereux. Hein. Et puis en 2001, notre armée, elle était déjà pas vraiment des effectifs extraordinaires. Hein. Donc, alors, il rajoute, le terrorisme est précisément un phénomène qui ignore les frontières et qui ne peut être combattu avec quelque chose de succès dans le cadre d'une coopération internationale. Voilà. Alors, vous êtes au courant maintenant, voilà. Donc, c'est vraiment un peu joué. Alors après, il y a l'adhésion de la Suisse à l'ONU, et c'est vrai que là, nous, on est vraiment monté aux barricades, hein, vraiment, parce que je me suis dit, il faut qu'on arrête d'avoir les deux pattes attachées. Là, ça va pas. On peut plus être indépendant du tout. Hein. Et puis, on s'est engagé, on a fait un très très grand débat. Et puis, le peuple a voté. Oui, parce que la paix. Ouais, voilà. Donc, alors on était un peu plus attachés, serré un petit peu plus, voilà. Puis après, il y a eu l'Irak en 2003. Les États-Unis, évidemment, pour eux, c'était. Je pense important que Saddam Hussein ne bouge pas trop. C'est aussi important pour déstabiliser la région. Mais enfin, bon, c'était quand même, je pense... Je me rappelle cette petite fiole, vous vous rappelez? Hein? Je ne sais pas. C'est quand même étrange. Qu'on arrive à être sûr, après tout ce qui s'est passé avant, que c'était la vérité. Moi, j'ai eu des doutes, mais je dois dire, je suis pénible à ce sujet. J'ai facilement des doutes. Et non, la petite fiole, là, voilà. Vous dites, mais maman, au secours. Et puis, après la fin... Alors, là, le Conseil fédéral, alors, c'est assez intéressant. Alors, à ce moment-là, la Suisse se fonde sur le droit classique de la neutralité. Mais on est dans le classique, hein. Pas très bien, c'est des mots, hein, c'est des mots. Hein. Le droit classique de la neutralité, alors il interdit le survol sur le territoire suisse à l'exception de vols humanitaires et d'évacuation médicale. Il soumet de plus à autorisation de l'exportation du matériel de guerre aux parties en conflit. Et puis après, à la fin de la guerre, le droit de neutralité n'est plus applicable. Voilà, fini, terminé. Donc, c'est très élastique. Alors, si on en vient maintenant, pour terminer, j'espère que je n'ai pas été trop long, c'est vraiment un bref résumé, mais je trouve quand même intéressant d'avoir juste une ligne et de voir que par moments, petit à petit, ça dérive un petit peu, hein, ça devient assez flou. Hein. Les mots, la langue française, ça peut être à double, à triple sens aussi. Hein. Et ce n'est pas de mise dans un outil comme la neutralité.
c'est pas un paquet de bonbons, c'est pas une recette de cuisine où on ajoute un peu de ci, un peu de ça, on va voir ce que ça va donner. C'est pas ça. Hein. Donc, après, on passera à Armée 21. Alors, il y a le droit de la neutralité, effectivement. Hein. Et puis, il y a aussi, pas seulement le droit, mais les obligations. Hein. Alors, vous avez, bon, comme on en a parlé, Vienne, Paris, 1815. Hein. Et puis, après, il y a eu le droit de la neutralité par rapport, qui a été codifié dans les conventions de La Haye en 1907 et qui fait partie du droit international. Et puis, après, il y a quelques articles, hein, c'est vrai, les obligations d'un État neutre, et c'est là où, maintenant, il y a quelques-uns qui veulent changer tout ça. Enfin, quelques obligations. Ils aimeraient changer pour pouvoir exporter des armes hein, en Ukraine. Hein, donc, de ce côté, voilà. Les plus importants de ces droits, le plus important de ces droits est celui, évidemment, de l'inviolabilité du territoire d'un État neutre. Pour la Suisse, c'est très, très important. S'il y a une guerre, là, maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer. Les obligations principales, quant à elles, sont les suivantes. S'abstenir de participer à la guerre. Là, maintenant, j'ai mis petit triangle, hein, parce que, au vu des discussions et au vu, par exemple, que monsieur le président du PDC, Gerhard Pfister, qui quand même, je parlais une ou deux fois, c'est un type intelligent, il est partant totalement. Mais pour livrer des armes, tout. Mais vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment inquiétant. Alors bon, s'abstenir de participer à la guerre, évidemment, si on est neutre. Mais si on joue dans la cour des grands et puis qu'on est peut-être complètement dans le temps, bah, ça va être difficile, hein? Vraiment difficile. On ne va pas pouvoir ne pas participer. C'est pas possible. Déjà qu'il y a peu de monde, hein, il y a peu d'effectifs. La France, 125 000, l'Allemagne, 125 000, la Suisse, à peu près 100 000. Et ce n'est pas les Américains qui vont venir aider. C'est pas comme ça. Pas du tout. Ils ne viendront pas aider, ils n'ont pas aidé l'Ukraine. C'est comme ça. Donc, assurer sa propre défense. Alors là, j'ai mis un grand point. Hein. Vraiment. Comment on va assurer notre propre défense si en plus on est dans le temps? Et alors ce matin, madame, alors je ne sais pas, j'ai trouvé étrange, ce matin, il y a une page entière dans je ne sais pas quel journal, ça doit être les 24 heures, madame Amert pousse en avant maintenant qu'on rentre dans l'OTAN, et elle touche la main avec un sourire, elle est magnifique, au chef de l'OTAN, monsieur Stoltenberg, hein, je prononce mal, excusez-moi, heureux. Je ne sais pas si vous avez lu, moi, je n'ai pas eu le temps, hein, mais j'ai vu qu'il y avait une page entière hein, pour vraiment entrer dans l'OTAN. Alors, soit on y est déjà, et puis là, on est obligé quand même de dire au peuple, on va y aller, parce que sinon, ça va quand même faire un petit peu désordre. Hein. Je ne sais pas, mais c'est quand même inquiétant. Moi, je trouve ça inimaginable. Enfin, passons. Donc, la garantie de l'égalité de traitement des belligérants